La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 8. Vindicael. Je fronce les sourcils. J'ai écouté le récit de Lilou avec intérêt, sans l'interrompre. Et la situation est effectivement, comme me l'indiquaient déjà les derniers rapports, critique. Après un long silence, je m'enfonce dans mon fauteuil en soupirant. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Commençai-je en faisant rouler mon cure-dent sur mes lèvres. Ce Kirk doit être éliminé au plus vite, et je vais devoir en informer le flambellan. Tout en me flattant la barbe d'un geste pensif, je continue. Bon, c'est dommage, je suis allé le voir hier. Il faudra que je songe à prendre un abonnement. Ma fille sourit. Tu as eu rendez-vous avec le flambellan ? Pourquoi ? Il t'a tiré les oreilles ? Non, il y a quelques semaines, ces intendants m'ont confié une mission de chasse vers la Slorienne. Apparemment, les marchands qui transitent là-bas sont souvent victimes d'attaques de Kurokage, ce qui leur déplaît fortement au vu des tensions qui existent encore entre Masuna et nous. Inutile de te dire que les Suniens ne voient pas d'un bon œil la disparition de leur caravane. J'ai donc dépêché les 3 chasseurs. Mais ils ne sont toujours pas rentrés alors que le flambellan attend leur retour avec impatience. Elle hoche la tête. Ils ne devraient plus tarder alors. Peu de choses sont capables de leur faire face. Arrakis, accroché au plafond, face vers le bas, plisse sa kyrielle d'yeux brillants de mépris et fait la moue. À moi non plus, peu de saloperie de m'arrive à la cheville, qu'elle soit sombre ou non. Un sourire fleurit sur les lèvres de Lilou alors qu'elle lève la tête vers elle. Tu es jalouse, Poussinette ? Pfff, moi, jalouse de ces baltringues de rôdeurs ? N'y pense même pas. Ce n'est pas dans ton habitude de sous-estimer tes compagnons. Sentant la conversation déraper entre les deux compères, je me racle la gorge bruyamment. Ma fille tire aussitôt la langue. Pardon, papa. Où en étions-nous ? Me dit-elle innocemment. Nous en étions que je dois aller voir le flambellan pour lancer une mission d'élimination contre ce fichu Kirk. Elle arque un sourcil. Un Kirk reste un Kirk, quelle que soit la longueur de sa queue. Pas besoin de l'aval du flambellan pour le tuer. Un Kirk qui rassemble une armée de plus d'un demi-millier d'individus doit en avoir une belle. Alors oui, le flambellan doit être au courant, et ce monstre ne doit surtout pas être pris à la légère. Arrakis hausse les épaules nonchalamment, alors que je me lève, et me campe, main dans le dos, devant la fenêtre est de mon bureau. Pendant un instant, je contemple le haut quartier qui s'étend à mes pieds. La mer Soleil commence à disparaître à l'horizon, et, dans sa pâle lueur déclinante, ses derniers rayons de lumière lèchent les toits d'ardoise de la cité et plongent ces rues toujours animées dans l'ombre. Je me retourne, la mine grave. Je venais de me dépouiller du visage de père pour revêtir celui du maître des aurores éternelles. Je vais y aller tout de suite. Il doit être encore à l'hôtel de ville à cette heure-ci. Je regarde ma fille et laisse un sourire se dessiner malgré moi, empli de tendresse pour elle. Je ne peux pas partager de repas avec toi ce soir, mais je peux au moins t'accompagner jusqu'à la sortie, lui dis-je alors d'une voix douce. Je me dirige vers une paterne, d'où j'y décroche une lourde cape avec un col de fourrure que je mets sur mes épaules. Puis, j'invite Lilou à me suivre en lui tendant le bras. Elle le prend, et nous descendons les escaliers pour rejoindre la grande porte d'entrée sans bruit, Arrakis sur nos talons, silencieuse comme un chat. À cette heure tardive, le hall principal est vide, et la plupart des aurores sont rentrés chez eux, ou mangent à l'ordinaire à l'étage. La vaste pièce, à l'architecture sobre et éclairée par d'énormes chandeliers pendus au plafond, occupe tout le rez-de-chaussée. Au centre, des tables et des tabourets sont installés en arc de cercle autour d'un panneau de bois où sont affichées les diverses missions que propose la guilde. Dehors, une fois sur le seuil, une petite brise, venue du crépuscule naissant, caresse mes joues. Je m'arrête un instant pour plonger mon regard dans celui de ma fille, puis je lui frôle le front d'un baiser, un geste aussi léger que ce vent frais. Fais attention à toi, mon puce. Je t'aime. Puis, je me retourne et prends la direction de l'hôtel de ville en remontant la rue. Ce faisant, je contourne la cour intérieure et les remparts de notre donjon. Anciennement citadelle de la garde, les aurores éternelles y avaient élu domicile à la suite de la bataille de Masqueria. Après de longs travaux de réhabilitation, le fort était parfait pour une guilde de raideurs comme nous. Dans la tour principale se trouve le grand hall que nous venons de quitter, l'ordinaire et la bibliothèque, ainsi que mon bureau et ceux de mes officiers. Les bâtiments alentours abritent des loggias et des baraquements pour nos membres, un patio, une petite salle de classe, des terrains d'entraînement et un parc avec un plan d'eau arboré. De l'autre côté de la rue se situe l'académie,
là où tous les jeunes de 6 ans entrent pour y faire leur scolarité. De ces murs sortent les futurs guérisseurs, maçons et acrobates de la ville. Chaque corps de métier y est représenté, et les enfants sont rassemblés en promotion, en fonction de leurs compétences, capacités et motivations. À la base, Lilou, qui avait quelques facilités, a entamé des études de savoir. Mais rapidement, sa sœur la traîna dehors, et la soif d'aventure commença à naître en son cœur. Maintenant, pour rien au monde, elle ne voudrait s'enfermer dans une bibliothèque pour y apprendre les mystères de notre monde. Bien au contraire. Aujourd'hui, ma fille alimente elle-même ces mystères, en allant les dénicher au fin fond des pays les plus éloignés qui soient. J'aborde l'allée de la tour. Les rues sont encore bien animées, et il faut slalomer entre les passants. Mais j'arrive enfin à la place des rois, devant l'hôtel de ville. Je m'arrête sur le parvis en marbre gris, les ombres de ces colonnes immenses projetées sur le sol. Je n'ai jamais eu d'affinité pour les politiques. Ils semblent déconnectés de la réalité, flottant dans une bulle qui ignore les enjeux du terrain. Mais je dois cependant me résoudre à la vérité. Sans l'approbation du flambellan, aucune mission officielle au-delà de nos frontières ne peut être initiée. En fin de compte, je n'ai guère d'autre choix que de me soumettre à ce processus contraignant. Tandis que je monte les marches 2 par 2, et après avoir salué l'un des gardes que je connaissais, Riyad de son nom, j'aperçois la silhouette d'une de mes rivales, qui patiente dans le hall. Je fronce les sourcils en la voyant. Une vague de méfiance m'envahit. D'un mouvement fluide et presque surnaturel, elle se tourne vers moi. Ses cheveux roux capturent la lumière des chandeliers. Ses yeux d'opale brillent d'une intensité inhabituelle. Ce soir, quelque chose en elle me paraît différent. Plus dangereuse peut-être ? Anaria, la maîtresse des poussières d'étoiles, ma rivale de toujours. Que peut-elle donc faire ici ? Messire Vindicael, commence-t-elle d'une voix doucereuse en s'inclinant. C'est une joie de vous croiser en cette sombre soirée. Son sourire éclaire la pièce tel un rayon de soleil dans une journée grise. Chaque geste semble calculé pour captiver, et malgré la froideur de la grande salle, sa présence est comme un souffle de chaleur. Je force une mine courtoise. Tout le plaisir est pour moi, dame Anaria. Vous attendiez quelqu'un ? En effet, mais il vient d'arriver. Un rictus amical se dessine sur son visage. Machinalement, je me retourne et cherche du regard quelqu'un d'autre, mais nous sommes seuls dans le hall soutenu par de larges colonnes blanches. « Vous m'attendiez moi ?» repris-je, non sans étonnement. Elle hoche la tête gracieusement, avec tout le charme des femmes de son rang. « En quel honneur ?» continuai-je. « Je sors à l'instant du bureau du flambellan. Nous étions en train de discuter de la situation à l'ouest et des derniers rapports que mes rôdeurs m'ont fait parvenir. Puis, à la fenêtre, je vous ai vu approcher, et je suis venu vous accueillir en personne. » Son ton mielleux va à l'encontre de nos relations habituelles, et je reste sur la défensive. « Je connais encore le chemin de la salle du conseil, madame, malgré tout le respect que je vous dois. » Elle rit. « Je sais, messire, mais je ne suis pas seulement descendu pour vous faire un brin de causette et de charme, bien que cela soit très agréable. Je suis surtout venu à votre rencontre pour vous demander, solennellement, d'enterrer nos différends, au nom des batailles à venir. » Je ne m'arrête pas sur son numéro de séduction et poursuis d'un ton un peu ride. « Quelle bataille à venir ?» Le flambellan veut exterminer le Grand Kirk. Comme c'est étrange. C'est précisément la raison de ma visite, ricanai-je. Et il va confier cette mission à nos 2 guildes. Me coupe-t-elle. Je carre la mâchoire. Pardon ? La vraie question était surtout... Comment a-t-il pu deviner que je préparais une mission là-bas ? Lilou est réservé, peu encline à dévoiler ses faits et gestes avant ses rapports. Cette situation cache quelque chose. Vous n'avez pas de clerc disponible. Je n'ai pas de guerrier. Et le flambellan le sait. Peut-être. Mais ma fille n'a besoin ni de clerc ni de guerrier. Elle travaille seule. Cette fois-ci, cela ne sera pas possible. Vous ne pouvez pas faire peser le poids de notre pays tout entier sur les épaules de votre fille. Nous parlons d'un grand Kirk comme nous n'en avons pas vu depuis les guerres des ogres. Je me mords les lèvres et commence à monter les escaliers, les yeux plissés, escorté de près par la mage. « Vindicael ! Attendez !» Je m'arrête et me retourne. Les dents serrées, elle continue d'un timbre si abattu qu'il m'interdit tout échappatoire. 3 de mes rôdeurs sont morts durant leur périple.
L'avenir de nos nations, voire peut-être du monde entier, est en train de se jouer ce soir, messire. Ne gâchez pas tout par ego et par rancune. Sa voix périt au fond de sa gorge. Je suis navré pour vos pertes, madame, répliquai-je d'un ton compatissant. Ce sont les risques du métier. Même si je ne sors plus autant qu'auparavant, nous avons tous frôlé la tombe un jour ou l'autre. Et vous, plus que tous les autres, j'en suis certaine. Elle s'écarte un instant. Dans son regard de braise, je perçois une profondeur troublante, une peine et une tristesse infinies qui semblent presque démesurées. Est-elle sincère? Cette nuit, veut-elle vraiment mettre de côté notre passé tumultueux et construire une alliance? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir en particulier? Anaria dispose de rôdeurs compétents. Même s'il lui manque un guerrier dans son effectif, elle pourrait aisément recruter des mercenaires ou faire appel à des paladins ou à des druides. Cela semble si calculé, si parfaitement orchestré pour me convaincre. Je scrute ses expressions, cherchant à démêler ses intentions. Tout me paraît flou, trop lisse, presque comme une mise en scène. L'odeur d'intrigue me colle à la peau. La méfiance me ronge. Suis-je prêt à faire ce pas? À accorder ma confiance à quelqu'un dont les véritables motivations m'échappent encore? Je n'ignore pas que cela ne s'est jamais fait, poursuit-elle d'un souffle terriblement faible, comme si elle lisait ma réticence. Vous et nous, ensemble. Mais nous savons également tous les deux que les histoires qui nous séparaient dans la peur et dans la haine n'ont plus lieu d'être. Je ne suis pas tyran. Je ne dirige pas les poussières comme lui. Et je n'ai aucune raison d'avoir une quelconque animosité envers vous. Pas après ce que vous avez fait pour la ville. Je n'ai fait que mon devoir, tranchai-je. Mais pourquoi maintenant? Qu'avez-vous appris pour placer ce Kirk si haut sur l'échelle des dangers qui rôdent à nos portes? La mage se rapproche de moi et lève la tête, plongeant ses grands yeux jaune soleil dans les miens. Je sens son souffle chaud, parfumé d'une odeur de menthe agréable, me faire frissonner. Mon cœur s'emballe. Je vous l'ai dit, Vindicael. Nous allons devoir faire équipe ensemble, marcher main dans la main. Et je ne veux pas que l'une d'elles y dissimule un surin. La phénix attrape alors mon poignet délicatement et me le serre, presque avec tendresse, à la manière d'une mère soucieuse pour son fils. Acceptez la main que je vous tends, maître Vindicael. L'air du doute entre nous est révolu. Il est l'heure de combattre côte à côte. Je sais que vous êtes doué pour discerner les intentions des gens. Voyez comme les miennes sont honnêtes. Je vous en conjure. Mes prunelles se noient dans ses yeux enflammés. Hypnotisé, je suis prisonnier de ce regard incapable de le détacher. Alors que je scrute chaque nuance de ses iris, je perds la notion du temps, suspendu à ce lieu silencieux. Ce que je découvre en elle est une sérénité désarmante, une sincérité pure qui me touche profondément. Aucune trace de duplicité, aucune ombre de ressentiment, juste une transparence déconcertante. C'est une franchise rare, presque sacrée, qui s'offre à moi comme une promesse d'authenticité. Dans le tumulte de mes pensées, une voix me murmure, douce et assurée. Fais-lui confiance. Comment? Trop tard. Elle est déjà repartie. Elle n'a fait que m'effleurer. Mais une certitude m'envahit, irrésistible. Anaria a-t-elle... J'accepte vos excuses, conclus-je, mettant un terme au tourbillon dans mon esprit. Mais acceptez aussi les miennes, au nom de tous les membres de ma guilde. Elle se lève délicatement sur la pointe des pieds et frôle de ses lèvres, qui me paraissent si douces, mon oreille. Merci, me souffle-t-elle. Merci de tout cœur. Le mien rate un battement, en hurlant dans mes tempes. Encyclopédie des savoirs anciens. Les classes de raideurs. Il existe autant de métiers et de types de combattants qu'il existe d'aventuriers. Cependant, les guildes les ont rapidement rangés dans des classes bien précises pour gérer leur roster, un terme militaire désignant leurs effectifs. On dénombre principalement 4 classes d'aventuriers,
souvent qualifiés eux-mêmes de raideurs. Les guerriers. Le terme guerrier, ou war en mirme, englobe une vaste gamme de combattants aux styles variés. Qu'il s'agisse d'un soldat en armure maniant épée et bouclier, d'un archer silencieux, d'un bagarreur de rue, d'un stratège militaire, d'un gladiateur ou d'un duelliste raffiné, le guerrier incarne la brutalité du combat. Ce terme regroupe tous ceux qui se concentrent exclusivement sur les arts martiaux, délaissant les capacités élémentaires, pour se vouer à la maîtrise absolue de leur technique. Bien qu'ils manipulent l'énergie propre à leur peuple, les Wars ne peuvent rivaliser avec les mages dans ce domaine. Leur puissance réside dans leur expertise des armes, leur compréhension profonde de l'art de la guerre et leur détermination inébranlable. Ils consacrent leur vie à affûter leurs compétences et à développer une résilience physique et mentale redoutable sur le champ de bataille. Les rôdeurs, aussi appelés chasseurs, coureurs ou pisteurs, les rôdeurs sont des aventuriers profondément connectés à la nature, souvent accompagnés d'aînés qui veillent sur eux. Ils jouent fréquemment le rôle d'éclaireurs, se distinguant par leur équipement léger qui favorise agilité et rapidité. Capables de se fondre dans leur environnement, ils excellent dans l'art de la survie et peuvent vivre seuls pendant des mois dans les régions les plus inhospitalières de Thurem. Leurs compétences en pistage, chasse et connaissance des écosystèmes en font des alliés indispensables pour toute mission hors des cités. Qu'ils évoluent en forêts denses, montagnes escarpées ou déserts arides, ces spécialistes des terres sauvages sont des partenaires précieux. D'ailleurs, il est souvent dit qu'une expédition qui ose s'aventurer dans les territoires indomptés sans rôdeurs court inévitablement à sa perte. Les roublards. Les roublards excellent dans l'art de l'espionnage, du sabotage, de l'assassinat et du vol sous toutes ses formes. Ces maîtres de la discrétion et de la manipulation sont principalement actifs dans les cités, où leurs talents trouvent un terrain propice. Habitués aux ruelles sombres et aux jeux de pouvoir cachés, ils préfèrent éviter les vastes étendues sauvages, car leurs compétences sont taillées pour les environnements urbains. Capables de se fondre dans la foule ou de disparaître d'un simple regard, les roublards agissent dans l'ombre des grandes puissances, que ce soit pour des affaires personnelles, au service d'une guilde ou pour des missions clandestines. Chaque mouvement doit être calculé avec précision dans le cadre de complots, d'intrigues politiques ou d'actes de vengeance sournoise. Les mages. Les mages, aussi connus sous la dénomination militaire de casteurs, regroupent tous les aventuriers qui usent principalement des alizés, ces courants d'énergie élémentaire qui parcourent le monde, pour combattre ou mener à bien leur mission. Ils poussent leur maîtrise de ce domaine à la limite, souvent au détriment de leurs autres compétences. Comme il existe 4 flux élémentaires, les casteurs sont rangés en 4 types. Les clercs, mages de l'eau, excellent dans l'art du soin et du soutien. Leur affinité avec cet alizé fluide et apaisant confère des pouvoirs curatifs exceptionnels. Sereins, généreux et profondément empathiques, ils incarnent la bienveillance dans sa forme la plus pure. Ils restaurent les forces vitales, calment les esprits tourmentés et régénèrent les blessures que peu d'autres pourraient traiter. En temps de guerre comme en temps de paix, là où passe un clerc, la vie trouve souvent une seconde chance. Les druides, mages de la terre, sont les gardiens de l'équilibre et les défenseurs de la matière vivante. Experts en protection et en transmutation, ils modèlent les substances naturelles et tirent leur puissance des fondements du monde. Comme les rôdeurs, ils sont généralement accompagnés par des aînés, mais vont plus loin. Ils sont une extension de la nature, une manifestation consciente de ses lois immuables.
Droits et résolus, ils incarnent une stabilité indéfectible. Leur neutralité émotionnelle confère une objectivité implacable face aux conflits comme à la mort. Ils se tiennent à l'écart des querelles humaines, préférant veiller sur l'harmonie universelle. Leur capacité à transformer les matériaux ou à ériger des barrières de pierre fait d'eux des défenseurs hors pair, inébranlables comme les montagnes qu'ils vénèrent. Les paladins, mages du feu, se distinguent par leur approche duale du combat. Contrairement aux autres casteurs qui délaissent leurs compétences physiques, les paladins perfectionnent à la fois la manipulation des alizés du feu et leur aptitude martiale. Cette polyvalence en fait des soldats redoutés, combinant une puissance destructrice presque inégalée avec une endurance remarquable. Animés par un courage brûlant qui frôle parfois l'insouciance, ils affrontent des dangers que d'autres éviteraient. Un paladin en pleine bataille est une force inarrêtable, capable de renverser l'issue d'une rencontre par sa seule présence. Les chamans, casteurs de l'air, possèdent une maîtrise poussée des courants aériens et une affinité particulière pour la communication sensorielle. Ces mages domptent les vents les plus capricieux, convoquent des tempêtes rugissantes ou dirigent des éclairs dévastateurs avec une précision étonnante. À première vue, ils peuvent paraître distraits, comme si leur esprit planait dans les hauteurs. Pourtant, cette apparente nonchalance dissimule une profonde sérénité intérieure et une concentration exceptionnelle. Ils captent les moindres variations de leur environnement avec une sensibilité hors du commun, anticipent les mouvements des vents et perçoivent des phénomènes invisibles aux autres. Les chamans incarnent l'équilibre entre la tempête et le calme, gardiens des cieux manipulant une force imprévisible, avec une grâce étonnante. Le titre d'un mage reflète principalement le courant élémentaire qu'il maîtrise, mais il n'est pas rare de rencontrer des casteurs qui manipulent plus d'un alizé. Par exemple, des paladins peuvent user de la magie de l'air ou posséder quelques rudiments de celle de la terre. De même, les druides peuvent intégrer le feu à leur répertoire. Cependant, leurs aptitudes demeurent contraintes par leur origine ethnique. Aucun individu, qu'il soit mage ou non, ne peut utiliser l'énergie opposée à celle de son peuple. Ainsi, un phénix, homme du feu, est incapable de maîtriser l'eau, tout comme un Goliath, issu de la terre, ne pourra jamais recourir à l'air. Les classes hybrides. Les classes d'aventuriers ne sont pas des catégories rigides. Certains individus, dotés d'un talent exceptionnel ou poussés par la nécessité, développent des compétences dans plusieurs domaines. Mais ces hybrides restent rares, car conjuguer différentes approches demande un investissement considérable en temps et en énergie. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.